Parce que la crise actuelle comporte sa part de défis, mais aussi d'opportunités. Parce que les règles du jeu du commerce extérieur sont appelées à se transformer. Parce que les exportations québécoises représentent près de la moitié de notre PIB et parce que les entreprises d'ici doivent faire preuve d'agilité et de résilience pour assurer la relance et repenser l'après. La Fédération des chambres de commerce du Québec et BMO présente la nouvelle série de rencontres virtuelles 360 Corex. Invités réputés, thématiques d'actualité et solutions concrètes pour aborder cette nouvelle réalité. Une réflexion à 360 degrés pour faire le tour de la question. Des rencontres virtuelles 360 Corex, ensemble pour propulser la relance. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet autre événement de la série, donc 360 Corex, une série qu'on a débutée il y a déjà de ça, ma foi, 2 mois, une série donc virtuelle pour poursuivre les activités des corridors d'exportation de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, on a eu l'occasion de recevoir dans les 2 derniers mois des invités de grands talents et de grande qualité, et ça ne fera pas exception aujourd'hui. On clôt donc aujourd'hui notre cycle de 3 rencontres en partenariat avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie, avec 3 autres donc représentants du Québec à l'étranger, cette fois-ci qui couvrent le secteur névralgique donc des États-Unis. Alors, on a reçu des gens de l'Asie, des gens de l'Europe la semaine dernière. Et donc, à travers ces 3 rencontres-là, c'est près du tiers, je pense, des représentants du Québec à l'étranger qu'on aura rencontrés. Alors, on est très, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, malgré ce beau soleil. Peut-être que plusieurs d'entre vous nous écoutez sous le parasol avec quelque chose à la main, je vous le souhaite. Et je vous remercie donc d'être avec nous. Je salue aussi la présence de Claude Gagnon, président des opérations Québec chez BMO, qui est avec nous, présentateur de la série. Et donc, Claude aura l'occasion de nous saluer et de faire le mot de clôture aujourd'hui. Je veux prendre la peine aussi de remercier les chambres qui nous ont aidés à faire donc la publicité de l'événement d'aujourd'hui. Et c'est une occasion pour moi de dire à nos invités aujourd'hui que vous aurez donc des gens qui sont vraiment de partout au Québec, dans toutes les régions administratives qui sont sur la ligne aujourd'hui. Alors, je remercie l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, l'Alliance des chambres de commerce de Lanaudière, le regroupement des chambres du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les chambres de commerce de Gatineau, Gaspé, Baie-des-Chaleurs, Sherbrooke, MRC de Rivière-du-Loup et Kamouraska-Lillet. Je veux aussi remercier la collaboration du réseau Commerce international Québec, donc qui nous permet d'avoir le maximum de gens de partout au Québec avec nous. Je vous présente donc, sans plus tarder, nos invités aujourd'hui. Donc, M. Éric Marquis, qui est sous-ministre adjoint aux relations bilatérales au ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui était avec nous d'ailleurs pour la portion Asie de notre tournée virtuelle. Madame Catherine Loubier, déléguée générale du Québec à New York. Madame Martine Hébert, déléguée du Québec à Chicago. Et finalement, et non le moindre, M. Philippe Huneau, donc délégué du Québec à Los Angeles. Alors, vous connaissez la formule. On aura l'occasion d'avoir 4 courtes présentations, peut-être 5 à 10 minutes chaque, pour vous illustrer un portrait général et de la situation dans chacune des villes où nos représentants travaillent. Et par la suite, ça me fera plaisir d'ouvrir le plancher donc pour les questions. Je vous rappelle que, vous le savez, mais je vous le rappelle quand même, que vous pouvez lever la main dans le bas de l'écran ou écrire vos questions dans la section Q et R et ça me fera très plaisir de vous donner la parole et je vous permettrai aussi d'activer vos caméras si vous le souhaitez pour rendre la chose plus interactive. Alors évidemment, les États-Unis sont le principal partenaire économique du Québec. Ce n'est pas toujours un partenaire commode, mais c'est certainement un partenaire névralgique et crucial. Alors j'espère qu'on aura de beaux enseignements et de beaux échanges tous ensemble aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais changer la présentation pour vous présenter donc M. Éric Marquis. Et donc, je vous remercie d'être avec nous et je vous cède la parole, M. Marquis. Alors, bonjour à tous. Merci, M. Milliard, pour cette introduction. C'est un plaisir d'être ici à nouveau pour ce 3e webinaire sur les grands marchés d'exportation du Québec, organisé avec la FCCQ. Nos webinaires sur l'Asie et l'Europe ont rappelé la pertinence pour le Québec d'avoir des représentations à l'étranger qui possèdent les compétences et les réseaux pour traduire vos ambitions en occasion d'affaires et en résultats. Cet ancrage territorial est un avantage concurrentiel pour le Québec. C'est encore plus vrai aux États-Unis, où nous avons 9 délégations au bureau. C'est là qu'on retrouve aussi notre plus ancienne représentation,
En effet, la délégation générale de New York fête cette année ses 80 ans. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui 3 de nos chefs de poste aux États-Unis. Mme Catherine Loubier, déléguée générale à New York, Martine Hébert, déléguée à Chicago, et Philippe Huneau, délégué à Los Angeles. Mesdames Loubier et Hébert desservent les 2 plus importants marchés d'exportation du Québec, tandis que M. Huneau dessert un territoire dont l'économie innovante et créative est au diapason de la nôtre. Je suis persuadé que leur présentation et leurs réponses à vos questions vont vous interpeller. Je salue également la présence de 2 collègues du ministère de l'Économie et de l'Innovation et d'Investissement Québec International, soit M. Yves Lafortune, directeur Amérique du Nord pour le secteur exportation chez IQI, et Mme Florence Théberge, experte en politique commerciale au MEI. Il y a beaucoup à dire sur les relations Québec-États-Unis. Il s'agit en effet de la relation la plus approfondie sur les plans économiques et sectoriels. L'action de chaque ministère du gouvernement du Québec se projette dans nos liens avec notre voisin. Ces liens sont dictés par la géographie, modulés par l'histoire, développés par l'économie et animés par la culture et l'innovation. Cette relation interdépendante s'appuie sur des chaînes de valeur profondément intégrées. Pendant la crise sanitaire actuelle, ces chaînes d'approvisionnement demeurent ouvertes et efficaces, notamment pour les matériels de première nécessité. C'est une priorité pour le Québec qu'il en demeure ainsi afin de favoriser la croissance et éviter le repli sur soi économique parfois associé aux sorties de crise. Pour ce faire, notre réseau aux États-Unis est essentiel. Notre mission gouvernementale est en 3 temps. Premièrement, d'outiller les entreprises du Québec pour profiter de la reprise du commerce international. Ensuite, de saisir les meilleures occasions d'affaires avec le premier partenaire commercial international du Québec, soit les États-Unis, et innover et miser sur les secteurs d'excellence des entreprises québécoises. Prochaine diapo. La relance économique post-COVID-19 se fera dans un contexte international encore plus compétitif qu'avant. Pour se démarquer, le Québec peut compter sur des atouts importants. Premièrement, un important capital de relations politiques, économiques et institutionnelles, bâti depuis un demi-siècle et auquel le MRIF, notre ministère, a fortement contribué. Deuxièmement, notre appartenance à 3 grands accords de commerce qui nous lient à 3 grands marchés, l'ACEUM pour l'Amérique du Nord, l'AECG pour l'Europe et le PTPGP pour l'Asie-Pacifique. Collectivement, ça représente environ 1,4 million de consommateurs. Troisièmement, un réseau de représentation unique parmi les États fédérés. Nous sommes présents et actifs partout où nos intérêts l'exigent. Alors que l'économie mondiale et les axes traditionnels du commerce sont perturbés, le Québec doit consolider sa position dans ses marchés d'exportation prioritaires tout en accentuant ses efforts de diversification dans les marchés d'avenir. Dans ce double défi, le MRIF et son réseau sont un atout pour que le Québec profite de la réouverture des économies. Prochaine diapositive. Pour rayonner à l'étranger, le gouvernement du Québec s'est doté d'une vision internationale. Le Québec, fier et en affaires partout dans le monde, qui vise à renforcer l'action économique du Québec sur le plan international, à faire de nos réseaux de puissants leviers économiques et à moderniser notre action internationale. Avec cette vision, sous le leadership de notre ministre, Mme Nadine Giraud, le MRIF a entrepris un important virage économique. Prochaine diapositive. À cet égard, le marché américain est une grande priorité. Les chiffres ne mentent pas. 106 milliards canadiens en échanges commerciaux pour 2019. Nous sommes le 11e partenaire commercial des États-Unis. Pas moins de 32 États américains ont le Canada comme principal marché. Quoi qu'il advienne, en somme, les États-Unis resteront notre premier partenaire. Prochaine diapositive. Avec 9 représentations réparties sur tout le territoire américain, prochaine diapo, nous avons une intelligence terrain très fine pour identifier les occasions d'affaires prometteuses dans le contexte de la relance, mais aussi identifier les enjeux pouvant affecter l'économie du Québec, comme le protectionnisme, et développer les réseaux d'influence pour défendre nos intérêts. Nous sommes donc outillés pour prévenir et réagir, mais surtout pour agir. Prochaine diapositive. Donnons quelques exemples d'actions concrètes qu'on a menées comme ministère et comme réseau dans le cadre de la crise COVID-19. Par exemple, nous avons contribué à l'approvisionnement en équipements médicaux stratégiques. Nous avons également appuyé le rapatriement de voyageurs québécois à l'étranger. Nous avons effectué une veille stratégique sur les plans de relance et de déconfinement à l'échelle planétaire. Nous avons effectué un travail de terrain sur les enjeux transfrontaliers, notamment toute la question de l'accès aux masques N95 à la suite du décret présidentiel d'avril
dernier, un dossier sur lequel notre délégation de New York, délégation générale à New York a particulièrement travaillé, mais aussi la mise en place de chantiers sectoriels pour chacun des grands marchés, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, de façon à être bien positionnés pour capitaliser sur la reprise. Et enfin, des activités de diplomatie virtuelle pour rester en lien avec les partenaires. En somme, la crise de la COVID-19 a bouleversé la pratique des relations internationales, mais elle a aussi démontré l'importance de pouvoir agir sur le terrain. Il faut être sur le terrain, have boots on the ground, comme on dit en anglais, encore plus dans le contexte actuel et lors de la relance à venir. Tout ce travail repose sur la collaboration opérationnelle du MRIF avec ses partenaires gouvernementaux, le MEI et IQI évidemment, mais aussi le MAPAC et le MCC et leur clientèle. Ainsi, avec les bureaux régionaux du MEI, en cours d'intégration Investissement Québec, les entreprises ont un allié local pour la reprise de leurs activités et l'aide à l'exportation. Ces bureaux sont en lien avec les représentations du Québec à l'étranger pour les appuyer dans le développement de marchés d'exportation. Et nos représentations à l'étranger sont vos partenaires sur le terrain. Nos équipes ont l'expertise, le réseau de contacts, la créativité, mais aussi la volonté de faire une différence au quotidien pour vous et vous aider à réaliser vos ambitions internationales. Nous avons parmi nous aujourd'hui 3 de ces partenaires d'élite qui vont vous présenter leur marché et par conséquent, votre marché. Merci. Désolé, j'étais en sourdine. Alors, merci beaucoup, M. Marquis. Alors, je vais mettre à l'écran maintenant la présentation de Mme Loubier. Donc, à défaut de pouvoir le faire physiquement, on traverse la frontière virtuellement. Je pense que vous êtes effectivement sur le territoire américain et je vous cède la parole. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, oui? Oui. Alors, merci, Charles. Merci à la FCCQ pour cette invitation-là. Vous êtes vraiment un partenaire extraordinaire. On fait beaucoup de choses ensemble durant, malheureusement, cette crise-là. Mais ça nous rapproche. Hein? C'est la même chose sur le territoire. Ça fait 80 ans, comme le disait M. Marquis, que nous sommes la délégation générale à New York. Alors, il y a un territoire qui est couvert par la délégation générale et c'est New York, New Jersey, Pennsylvanie, le Delaware, la Virginie, le Kentucky et Washington, D.C., où on a un directeur, évidemment, là, il y a un bureau. C'est un territoire très riche en opportunités. C'est notre voisin immédiat. M. Marquis l'a dit, c'est une relation historique de confiance, des économies intégrées, hein, ce qui fait qu'on doit continuer à brasser des affaires ensemble plus que n'importe où ailleurs parce qu'il y a encore des parts de marché à aller chercher. Et la proximité du marché fait en sorte qu'on commerce avec nos voisins. On ne peut pas prendre pour acquis les exportations sur le territoire voisin. Il faut l'investir plus que jamais avec plusieurs courants protectionnistes dont on parlera un peu plus tard. Et donc, je dis souvent aux Américains, on fabrique des choses ensemble. Hein, on est comme tricotés du même fil, on tire sur le fil plus d'effets. Pourquoi? Parce que nos chaînes d'approvisionnement sont très intégrées. Et on compétitionne ensemble aussi. Vous le voyez, là, il y a des centaines d'entreprises d'un bord et l'autre de la frontière qui nous permettent d'être cette région très enviable dans le monde. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc voilà, je le disais, plusieurs entreprises, 70% de nos échanges qui vont aux États-Unis. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises, si on peut changer la diapositive. Donc, on peut aider les entreprises en agroalimentaire, en construction, en sciences de la vie, en médical, en finance, en technologie, beaucoup à New York. Plusieurs d'entre elles sont aidées par la délégation. Là, vous voyez quelques noms ici à l'écran. Ce n'est pas exhaustif, là, mais comme Hypertech et Plasticaise, par exemple. Mais moi, comme déléguée, j'ai aussi beaucoup voulu positionner la région sur la filière verte, hein, parce qu'on dit souvent qu'on est la province bleue. Parfois, on oublie, là, mais c'est vraiment le cas. Alors qu'on a à peu près presque 100% de notre énergie qui est propre. Là, les Américains, quand on leur dit ça, là, les yeux s'écarquillent. Ils avaient oublié ce fait-là. Donc, de positionner le Québec comme partenaire de la décarbonisation du Nord-Est, ça a été extrêmement productif. Tu sais, on a les wagons de métro par Bombardier Transport dans plusieurs États américains, les autobus Novabus, les autobus scolaires électriques de Lyon, les bornes de recharge de AdÉnergie, les premières bornes de recharge sur la rue qui seront installées dans la ville de New York, c'est fabuleux.
On a également la société Écosystème qui aide à gérer les édifices, l'énergie dans les édifices, qui a beaucoup de succès sur le côté américain, sur le territoire que je représente. Et évidemment, ça nous permet, cette porte-là de la filière verte, de faire la promotion de la vente de notre surplus d'hydroélectricité. Et l'État de New York, c'est un des États avec le politique plus agressive en matière de réduction des gaz à effet de serre. Alors, c'est d'autant plus un projet formidable. Prochaine diapositive. Donc, on est très actifs, mais surtout, le message qu'on veut lancer, c'est que les entreprises, comme le disait M. Marquis, doivent être actives, doivent investir le territoire qu'on ne peut prendre pour acquis, c'est essentiel. Ce que j'ai voulu démontrer ici, c'est que le marché n'est pas saturé, encore une fois, c'est la preuve. On est capable d'améliorer les résultats, de vendre des entreprises québécoises en territoire, on est capable de les accompagner et d'élargir le réseau d'acheteurs avec l'aide d'Export Québec. Donc, avec ces missions-là, ces accompagnements-là, souvent, on regarde la compagnie et on se dit, bon, je crois que je peux vous apporter quelque chose, par exemple, pour accéder à des contrats publics. Alors, vous êtes très bon avec vos clients privés. Faisons équipe ensemble et je vais vous ouvrir des marchés de contrats publics. C'est juste un exemple, là, mais voilà. Et il y a le réseau des universités aussi qui est très, très productif, hein, parce que les gens qui ont étudié chez nous ont un attachement au Québec, qu'ils soient américains ou québécois. On a misé sur ça beaucoup dans la dernière année pour encore plus agrandir notre réseau d'acheteurs, mais aussi attirer des investissements. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, il y a également la possibilité d'accompagner des entreprises, pas juste les premiers exportateurs là, qui sont aidés par Export Québec dans le diagnostic, mais aussi celles qui ont 25 millions et plus de revenus qui veulent passer à une étape supérieure, notamment avec le Centre de croissance accélérée. Sur le territoire, on a été capable aussi de développer des opérations de diplomatie d'influence assez importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire la promotion d'un secteur en particulier, faire l'éducation, changer des drapeaux rouges en drapeaux verts. Ça a été le cas pour l'hydroélectricité sous le parapluie de la décarbonisation, mais on le fait aussi pour les minéraux stratégiques, par exemple, à Washington. Et quand on met nos efforts à déboulonner des mythes sur un secteur ou un aspect de notre relation avec les Américains, on peut obtenir des résultats. Et on a une expertise avec l'équipe que dirige M. Marquis là, et mes collègues aux États-Unis pour faire ça. Prochaine diapositive. Donc, je voulais revenir un peu sur la crise. Vous savez, New York, c'est la ville la plus touchée au monde dans cette crise COVID. Je dis souvent, New York, la ville, 8,5 millions à peu près d'habitants, tout comme le Québec. Et on peut rentrer 1270 ou 69 villes de New York dans le Québec. C'est vous dire là, la densité qu'on a à New York. Et malheureusement, il y a 6 fois plus de décès que 9/11, les événements de 9/11. Donc, simplement pour vous dire que l'impact est majeur et que le New York de demain va sans doute être différent, on le sent déjà. Il y a énormément de chômage aussi comme résultat de cette crise-là aux États-Unis. 42,5 millions de chômeurs, c'est pas rien, il faut réaliser l'impact de ça. Seulement dans le secteur des ventes au détail, c'est la moitié des entreprises qui sont parties en fumée. Une entreprise sur 4 est dans le secteur du détail aux États-Unis. Quand on a, encore une fois, 70 de nos exportations dans un pays qui a une crise comme celle-là, là, il faut vraiment investir nos partenaires et puis se réexpliquer pourquoi on fait des affaires ensemble. Et il y a un clivage important entre les secteurs. Martine, ma collègue, vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Puis je veux juste dire un mot. M. Marquis le disait, pendant la crise, on a été les yeux et les oreilles sur le territoire pour envoyer des renseignements à Québec, pour informer les décisions. Et ça a été un exercice pas mal extraordinaire. C'est là qu'on a vu la force du réseau puis la force de nos contacts sur le terrain. Prochaine diapositive. Il y a évidemment des défis. Je vous dirais, la frontière et le protectionnisme, c'est les deux grands défis. Donc, d'abord, la frontière, là, c'est peu banal, c'est sans précédent de fermer la frontière la plus longue et la plus prospère au monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier de célébrer la frontière et notre relation avec les Américains maintenant, mais aussi quand la frontière va réouvrir. Donc, ça, c'est très, très, très important. Ça ne peut pas normaliser cette chose-là.
Et si les travailleurs ou les experts des entreprises qui sont à l'écoute ont des problèmes à la frontière pour envoyer des gens pour aller faire rouler l'économie du côté américain, appelez-nous parce qu'on est capable de vous aider avec ça, surtout, comme je dis, si ça participe à l'économie américaine. L'autre grande priorité, c'est contrer le protectionnisme. On n'a jamais été aussi assailli de mesures protectionnistes. Les deux côtés de la Chambre sont protectionnistes. Il y a une élection présidentielle, donc les enjeux peuvent prendre en feu comme un feu de paille, là, comme on dit parfois, parce que les élus sont sous pression, veulent créer des emplois, des bons emplois dans leur patelin. Et souvent, ce qu'ils proposent comme mesure protectionniste a l'effet contraire. En fait, ils s'auto-infligent des dommages. Donc, c'est important de lever la main et d'aller leur expliquer avec des lois américaines ce qui est en train de se passer là, mais juste pour vous dire, on a vu évidemment les tarifs sur l'aluminium, l'acier qui ont été levés, mais ça pourrait revenir. Minéraux critiques, transport, des enquêtes sur l'exportation d'hydroélectricité, le réseau électrique. Pourquoi? Parce que l'administration Trump cherche aussi à sortir des chaînes d'approvisionnement tout ce qui est chinois. Et souvent, on se fait prendre dans ce filet-là. Donc, il faut vraiment lever la main et être sur le terrain avec une voix forte. Prochaine diapositive. En somme, la crise revêt aussi des opportunités. Une d'entre elles, c'est de s'affirmer dans notre relation avec les Américains. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, on a créé le rebond nord-américain avec une organisation qui s'appelle Canadian American Business Council pour contrer le protectionnisme et le repli sur soi-même que semble vouloir accélérer cette crise-là, en faveur du libre-échange, en faveur de chaînes d'approvisionnement ouvertes, pour pas qu'il y ait d'interférence et qu'on se referme, parce que c'est très difficile à reculer après dans ce genre de mesures-là. Et on a plus de 100 signataires avec l'Ontario et l'Alberta. C'est des milliers d'entreprises puisque les signataires sont, par exemple, la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, mais aussi des équivalents américains, comme par exemple l'Association nationale des exportateurs, là, qui à elle seule représente 14 000 entreprises. Donc, si vous voulez vous joindre au mouvement, c'est cabc.co/ ou barre en tout cas, bref, je ne sais plus comment on appelle ça, rebound en anglais. Puis pour ce qui est des opportunités d'affaires, je vais laisser Martine vous expliquer un peu comment elle a bien illustré l'accélération de certains secteurs. Puis je terminerai, moi, en disant, à New York, il y a deux projets que j'aimerais souligner. D'abord, le projet d'exportation d'hydroélectricité. Construction d'une nouvelle ligne souterraine de transmission, c'est 2000 emplois, c'est 10 milliards de revenus potentiels, mais c'est aussi à peu près 20% des cibles de réduction des gaz à effet de serre de l'État de New York. Alors, on en exporte depuis 1914, mais ça, ce serait encore davantage. Puis finalement, les World University Games, les Jeux des universités, au lac Placide, il y aura besoin de logements, de nourriture, de transport électrique. Alors, appelez-nous si vous êtes dans ces secteurs-là. Ça nous fera plaisir de vous introduire aux organisations qui sont acheteuses pour les Jeux. Alors voilà, merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup, Mme Loubier. Alors, on prend la route vers l'ouest, on s'en va à Chicago. Alors, Martine. Job of the News, comme on dit. Excellent. Je tente de vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez... Parfait, oui. Parfait. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une région qui est un petit peu moins connue, qui est le Midwest américain, mais qui est quand même une zone économique très dynamique qui mérite d'être découverte. Alors, en fait, on est une délégation à Chicago un petit peu moins âgée que celle de New York. Ça fait 50 ans, néanmoins, qu'on est au bureau à Chicago. Je m'excuse, Martine, le son coupe un peu. Je ne sais pas si on peut peut-être rapprocher le micro de... OK. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je m'excuse, c'est ça? Ça va, parfait. Ça va mieux? Oui. OK. Alors, je disais, donc, on est présent à Chicago depuis 50 ans et la délégation du Québec à Chicago couvre 12 États, dont l'Illinois, l'Ohio, le Michigan, l'Indiana, Wisconsin, Missouri, Iowa, Minnesota, Kansas, Nebraska et les deux Dakota, soit celui du Sud et du Nord. Et tout ça représente finalement un marché quand même assez important de 68 millions d'habitants
ce qui est à peu près 20 de la population totale des États-Unis. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un territoire qui est très, très vaste, très populeux et donc un marché potentiel intéressant. C'est un PIB de plus de 4 000 milliards US et un PIB par habitant très élevé aussi, là, de 59 000 US par habitant. Donc, c'est quand même relativement important. Je dirais aussi qu'en termes d'exportation, M. Marquis l'a mentionné au début, aussi, c'est quand même un territoire qui est assez vaste et près du quart des exportations québécoises vers les États-Unis vont dans le Midwest américain pour un total d'environ de 12 milliards US par année. C'est un territoire, dans le fond, qui est très intéressant parce que c'est un peu le territoire idéal pour diversifier vos marchés, tout comme pour débuter à l'exportation aux États-Unis aussi. On compte plusieurs villes de 2 millions d'habitants et qui sont intéressantes comme Cincinnati, Indianapolis, Columbus, Minneapolis. Bref, ce sont des villes où il y a beaucoup d'opportunités et où souvent la compétition est parfois un peu moindre que dans d'autres grands centres et où c'est possible pour les entreprises. C'est facile, c'est plus facile de voir, de tenter de se saucer le pied à l'eau dans le marché américain avant d'aller vers des grands territoires ou des plus grandes zones. Donc, le Midwest américain, c'est aussi le cœur manufacturier des États-Unis. Il regroupe plusieurs sièges sociaux et ça, je vous dirais, répartis quand même de façon assez globale dans l'ensemble du territoire. On a des entreprises comme Kraft, Boeing, Kruger, GE, Procter & Gamble, mais je pourrais vous en nommer plein d'autres, General Mills, Caterpillar, Emerson Electric, bref, dans tous les domaines. C'est une région aussi qui est intéressante parce que c'est une région qui est facilement accessible par voie aérienne, routière, ferroviaire et aussi maritime. C'est la région des Grands Lacs. Donc, il y a une zone très dynamique là, au niveau du transport maritime. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on dit, sans compter, c'est-à-dire que Chicago est aussi un hub logistique là, de première importance aux États-Unis pour l'ensemble de ces raisons-là. Donc, le Midwest américain, c'est un marché diversifié et mature qui offre beaucoup d'occasions d'affaires dans des secteurs variés, comme je viens de vous nommer, commerce de détail, aérospatial, transport, alimentation, sciences de la vie, etc., etc. Et c'est aussi une région où on trouve à peu près le quart des entreprises du palmarès de 500. Donc, pour vous dire que c'est un marché, dans le fond, qui est méconnu et qui mérite d'être connu parce qu'il présente beaucoup de potentiel. Quelques constats par rapport à la crise actuelle qu'on voulait aussi partager ce matin, ce midi avec vous. Premièrement, tout le monde l'a mentionné, là, évidemment, les États-Unis seront au cœur de la reprise économique du Québec. Comme vous le savez et comme on l'a mentionné au début, 70% des exportations du Québec sont dirigées vers les États-Unis. L'entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange représente une opportunité, même si, évidemment, comme ma collègue Catherine l'a mentionné, là, on observe de près les élans protectionnistes et on espère que les humeurs protectionnistes ne reviendront pas trop fréquemment, mais bon, ayez confiance, je peux vous assurer que Catherine et son équipe font un excellent travail en la matière. Donc, la sécurité sanitaire et économique aussi va demeurer une priorité. C'est-à-dire que les États-Unis, pour l'instant, vont être davantage en mode post-9/11 qu'en mode post-crise de 2008. Je m'explique. La crise de 2008, on s'en rappellera, elle était liée à l'effondrement du système financier. Donc, c'était vraiment une cause, je vous dirais, structurelle. Et ça a pris du temps quand même à l'économie là, pour se remettre de cet effondrement structurel-là de son système financier. Et donc, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique à l'heure actuelle, même si la crise du COVID a fait plusieurs dommages au niveau économique. On est dans une cause qui est davantage conjoncturelle, hein, soit celle de la crise du COVID. Et donc, qui va peut-être permettre aussi un rebond plus rapide que ce qu'on a connu en 2020. Mais dans une perspective aussi davantage en mode de protection à plusieurs égards. Et c'est pour ça que je parle d'un mode post-11 septembre, c'est-à-dire que les Américains vont probablement tenter
de protéger leur économie et leur chaîne d'approvisionnement davantage que ça n'a été le cas dans la période post-2008. Alors, c'est sûr que la crise a perturbé les chaînes d'approvisionnement. Il y a plusieurs entreprises américaines donc, qui vont chercher à se protéger et qui vont déployer, qui ont déjà commencé à déployer, si vous voulez, là, des stratégies de rapatriement des productions au niveau local. Le Québec, évidemment, et le Canada vont faire partie de la solution vers une autonomie occidentale, ne serait-ce que parce que la crise a rappelé aux États et aux entreprises américaines que nos économies sont fortement intégrées. Je vous dirais aussi qu'un constat qu'on a remarqué au cours de cette crise, la fluidité quand même des échanges commerciaux à la frontière a été maintenue pendant la crise. Ma collègue Catherine vous a parlé de l'importance, évidemment, névralgique de l'ouverture de la frontière pour le transport des individus, mais évidemment, quand même, au niveau des échanges de biens et de biens, la fluidité a quand même été là, relativement bien maintenue pendant la crise et ça va évidemment demeurer un atout incontestable en tout cas, sur lequel il faut miser pour positionner le Québec avantageusement. Et évidemment, on a plusieurs États frontaliers là, et des liaisons aussi par voie maritime, terrestre et ferroviaire, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, la relance américaine, bien, Catherine vous l'a mentionné encore une fois, c'est sûr qu'un des défis majeurs va être de contrer les élans protectionnistes et pour que le Québec bénéficie de la réouverture de l'économie américaine, mais on est bien conscient que ces élans-là vont demeurer. Et c'est dans ce sens-là que la présence du Québec, notamment avec l'équipe de Catherine à Washington et partout sur le terrain, va demeurer là, indispensable. Alors, on vous l'a mentionné tantôt, je pense qu'on a mis en place, en fait, aux États-Unis notamment et à travers le monde, des comités de veille sectorielle où les attachés commerciaux se sont affairés là, à essayer de regarder quels sont les secteurs qui risqueraient d'être gagnants et lesquels seraient plus perdants, évidemment, au niveau du marché américain. Alors, je vous ai mis un petit graphique, là, comme vous voyez, ceux qui sont dans le rouge, évidemment, la couleur parle d'elle-même, ça veut dire que c'est un peu moins prometteur et ce qui est vert là, vont être les secteurs les plus en demande. Alors, on voit que le tourisme et loisirs, évidemment, aviation maritime, automobile, c'est des secteurs là, qui risquent d'être affectés dans la période post-crise et pour lesquels on anticipe peut-être une reprise beaucoup plus lente, alors qu'il y a des secteurs comme matériel et services médicaux, l'alimentation, les soins de services de santé, qui, eux, sont des secteurs technologie de l'information, évidemment, commerce électronique, etc., qui sont des secteurs là, où il y a une demande là, plus importante en raison des modifications qui sont survenues là, suite à la crise. Alors, évidemment, dans tous les secteurs aussi, les TI, l'intelligence artificielle vont être un fil conducteur de plusieurs occasions à saisir. C'est clair que les entreprises qui sont les plus innovantes, les plus agiles et les plus résilientes et celles qui œuvrent dans ces secteurs clés-là, là, qui vont disposer de forts potentiels de développement. Je vous dirais que même si vous n'êtes pas dans un secteur aussi qui est dans le vert, hein, dans le graphique précédent, il y a quand même des opportunités qu'on a vues poindre sur le terrain. Je pense que, par exemple, au secteur de la construction, c'est sûr que tout ce qui est technologie, par exemple, lié aux normes sanitaires des bâtiments, systèmes de ventilation et de filtration de l'air, les systèmes de désinfection, les solutions innovantes aussi en aménagement d'espaces de travail, que ce soit dans le commerce de détail ou que ce soit dans les aménagements de bureaux, dans les usines, bref, toutes ces solutions innovantes-là sont très prisées et vont être très prisées là, dans les mois à venir sur le marché américain notamment. Au niveau de l'agroalimentaire, on a vu, et M. Marquis qui a occupé le poste de délégué pendant plusieurs années, m'avait fait remarquer d'ailleurs que c'est rare qu'on entend parler du Dakota du Sud, mais le Dakota du Sud, il y a une grosse usine de production de porc qui a dû fermer sa production, là, son usine pendant quelques semaines. Ça a créé une pression énorme sur le marché. Donc, pour le porc notamment et le bœuf aussi. La volaille, les marques maison et les produits congelés, hein, les consommateurs ont tous changé leurs habitudes de consommation au niveau alimentaire pendant la crise et ça a fait en sorte de transformer plusieurs habitudes qui ont fait en sorte que les marques maison ou les private labels qu'on appelle, de même que les produits congelés ou certains ingrédients comme la farine, le sucre ont été beaucoup plus en demande et on prévoit que ça risque de continuer de l'être encore pendant un certain temps. Au niveau du transport,
Évidemment, tout ce qui est technologie, système de désinfection des infrastructures et du matériel, tout ce qui est technologie qui permet de maintenir la distanciation sociale avec les clients, le transport durable, mobilité durable aussi, ce sont quand même des domaines là, qui risquent aussi d'être en émergence. Au niveau des technologies, ben, c'est évident que tout ce qui est reconnaissance faciale, technologie sans contact, etc., les drones, les robots, les logiciels d'automatisation des tâches, ce sont aussi là, tous des secteurs là, qui connaissent une certaine recrudescence. Au niveau des sciences de la vie, évidemment, ça va de soi. Je pense que c'est une palissade que je suis en train de vous dire là, mais ce qui est télémédecine et d'assurance se sont ouvertes aux États-Unis à ces modes-là, si vous voulez, maintenant, ce qui ouvre des marchés pour tout ce qui est télémédecine, notamment, et dispositifs là, qui permettent de suivre les patients à distance, équipements de protection personnelle, évidemment, équipements respiratoires, etc., etc. Et enfin, au niveau de l'environnement et de l'énergie, ben, tout ce qui est énergie renouvelable, technologie de gestion et d'entretien à distance des infrastructures, gestion des déchets, parce que tout ce qui a été par exemple, le commerce en ligne a occasionné aussi beaucoup de problèmes là, en matière de gestion des déchets avec les cartons, le papier, les cartons dans les chaînes de recyclage. Donc, même chose pour les réseaux électriques intelligents, les smart grids et tout ça, de même que l'efficacité énergétique. Hein, on parlait d'être en mode post-11 septembre. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'en même temps, on va vouloir sécuriser aussi nos chaînes d'approvisionnement énergétique et faire en sorte qu'on n'ait pas de bris, surtout qu'on est à l'aube. Il faut bien se rappeler là, des catastrophes aussi naturelles ou des grandes périodes là, de perturbations météorologiques aux États-Unis. Donc, ça risque ça aussi là, d'être des secteurs qui vont être en émergence. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de saisir les opportunités et autant dans l'ensemble des bureaux aux États-Unis, là, autant Catherine que Philippe qui va me suivre, on est là, nos équipes sont là pour vous. Vous savez, la ministre Giraud rappelle souvent que le succès des entreprises québécoises dépend de notre capacité des opportunités, à influencer les instances publiques et à mettre les entreprises en relation avec les acheteurs étrangers. Donc, tout le personnel de la délégation, tant à Chicago que partout aux États-Unis, sont là et pour maintenir aussi le contact avec les acheteurs américains. Évidemment, les ORPEX et Export Québec, maintenant, Investissement Québec International, demeure votre porte d'entrée locale pour vous aider à développer votre stratégie d'exportation dans vos régions. Donc, je vous invite à faire appel à tous ces services-là. Nous sommes, comme je dis, nous sommes là pour vous aider à saisir les opportunités. Je vais passer la parole à mon collègue Philippe maintenant. Excellent, merci beaucoup, Mme Hébert. Alors, je vous présente maintenant Philippe Huneau, donc, pour la délégation à Los Angeles. Philippe. Merci beaucoup. En premier lieu, merci de cette magnifique opportunité. Merci à toi, Charles, pour l'organisation, puis aussi le merveilleux travail de l'équipe de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et spécialement Mme Carpentier, qui nous a guidés de main de main. Ce qui est formidable de passer en dernier, après des collègues aussi compétents et aguerris et avisés, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est que les préliminaires sont déjà faits. La majorité des points couverts au niveau des États-Unis ont été soulevés par Éric, Catherine et Martine. Et ce qui m'amènera, moi, à peut-être être plus rapide dans un certain cas, mais de vraiment focusser sur l'essentiel du message que je veux partager avec vous, qui se résume en 4-5 mots. Occasion d'affaires, opportunité, intelligence de marché et surtout préparation. Si on regarde la première diapositive, la deuxième, c'est-à-dire, voilà. On couvre 13 États, des États assez intéressants. Évidemment, il y a la Californie sur laquelle je vais revenir de façon plus spécifique, mais il y a quand même des États comme l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique, la région de l'État de Washington State avec la ville de Seattle, Portland, et qui dans l'axe Pacifique. Et dans ce contexte, dans le contexte en ce moment de la COVID-19, c'est important parce qu'il y a vraiment une alliance qui s'est créée au niveau du Pacifique. Les trois États, c'est-à-dire la Californie, l'Oregon et Washington, l'État de Washington, se sont alliés pour définir toutes les mesures sanitaires, toutes les mesures de relance économique vont être faites au niveau de ces trois États-là.
Évidemment, ce qui est fort intéressant, et moi, je suis en poste depuis le 1er juillet l'année dernière, et une des choses que je trouvais extraordinaire, c'est que le gouvernement du Québec a eu la merveilleuse idée de mettre une antenne à Silicon Valley pour des raisons évidentes d'un point de vue innovation, pour des raisons de capital de risque, mais je pense que c'est un pouls extraordinaire, et ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne savent pas, qu'on a un bureau à Silicon Valley et qu'on doit apprendre à utiliser de façon, quand je parle d'intelligence, il y a beaucoup d'informations à aller chercher là. Au-delà, encore une fois, de la Californie, dans la présentation, on parle de 5 des 15 régions métropolitaines les plus peuplées. Si on y va en termes de villes, on pourrait facilement dire qu'avec juste en Californie, on a 6 des 12 plus grandes villes aux États-Unis, et incluant Phoenix, qui a une croissance de 1 million de population à chaque 10 ans. Donc, il est en effervescence. Phoenix est rendu la 5e ville. Et dans le top 10, on n'a même pas des villes comme Seattle. Par contre, vous avez des villes comme San Jose, évidemment Los Angeles, San Francisco, San Diego, qui font partie de ce classement. Donc, c'est fort intéressant et surtout important. Je tiens à mentionner aussi qu'à la délégation du Québec à Los Angeles, nous avons un bureau de département de services d'immigration qui a un mandat nord-américain pour recruter le talent. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis je pense que c'est très pertinent qu'il soit sur la côte ouest par rapport à ce que l'on a besoin d'aller chercher en termes de talent. Et si on peut peut-être aller à la prochaine diapositive. Ce que je vais essayer de faire, je vais le faire en 2 temps. Il y a des évidences peut-être pour vous, mais c'est important de comprendre le potentiel que la Californie et le territoire, mais ça, je reviendrai, mais vraiment la Californie. On parle, bon, évidemment, du premier partenaire commercial du Québec dans l'Ouest américain. Ça, c'est une évidence. Par contre, les gens sous-estiment que la Californie en elle-même est la 5e économie mondiale, après les États-Unis comme un pays, la Chine, le Japon et l'Allemagne, mais surtout avant la France. Mes collègues européens n'aimeraient pas, mais surtout avant la France et l'Angleterre. Donc, la 5e économie mondiale. On parle aussi, évidemment, d'un État de 40 millions. Donc, en soi, c'est plus grand que le Canada. Le plus important PIB, l'État avec le plus important PIB aux États-Unis. 110 milliards, quand je vous parlais de Silicon Valley tout à l'heure, 110 milliards de capital de risque qui est investi dans les entreprises californiennes. Et évidemment, à l'inverse, il y a beaucoup, évidemment, de capital qui se trouve là-bas. Il y a une façon d'aller les chercher, évidemment. Il y a des niches qui sont plus intéressantes que d'autres, mais c'est quand même quelque chose de super important. On parle de 4 millions de PME. Numéro 1 en termes de création de start-up, un écosystème innovant. Juste les deux universités d'État, c'est-à-dire USC et UCLA, à eux deux seulement, contribuent à 60 milliards dans l'économie. Puis je ne vous ai même pas parlé de Stanford et de Berkeley, qui sont des centres d'innovation extraordinaires. Et aussi, souvent on le néglige, et nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment à la délégation, les 2 principaux ports des États-Unis sont Los Angeles et Long Beach, et à eux deux, ils regroupent 40% de toutes les importations qui y transitent. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est un potentiel extraordinaire, puis sans vouloir voler mon punch, quand je regarde tout ce potentiel-là, la Californie n'est que par contre le 11e partenaire du Québec. Donc, quand on prend le spectre, c'est ce que j'appelle une opportunité. On va aller à la slide suivante, à la diapositive suivante, si vous le permettez. Les secteurs, évidemment, qui sont d'intérêt, bien évidemment, on parle de cinéma, mais plus spécifiquement d'audiovisuel, d'animation, de VFX, d'animation, et toute l'industrie qui alentour, évidemment, tout ce qu'on appelle les industries créatives. C'est évidemment, ça fait partie de l'ADN de la délégation de Los Angeles, mais je pense qu'au-delà du cinéma, c'est tout ce qui est alentour, c'est l'écosystème que l'on veut construire et avec lequel il y a beaucoup de talent qui se fait. Évidemment, Silicon Valley, je vous le dis et je vous le répète, je pense qu'il y a de l'intelligence, il y a vraiment de l'innovation qui se fait là-bas, ça, je n'ai pas besoin de le dire, mais surtout le pouls de ce qui peut aller chercher. Des technologies propres. Ne jamais oublier, et ça, c'est une carte de visite, Catherine en a parlé tout à l'heure, mais la Californie et le Québec sont les cofondateurs de la Bourse du carbone. Ça nous donne une carte de visite extraordinaire.
Je veux dire, lorsqu'on l'expression « put your money where your mouth is », là, en termes de technologie propre, avec ça, on peut rentrer. Ça s'est fait il y a quelques années. Je pense qu'il faut faire évoluer cette carte de visite-là, mais ça reste qu'il y a il y a vraiment des liens vraiment uniques avec la Californie et la province de Québec par rapport à cet élément-là. Le transport électrique est intelligent, mais je n'ai pas besoin de vous dire que Lyon est un joueur très important et apprécié. On a d'autres entreprises comme FNCO. Lorsque je parlais des opportunités au niveau des ports, ce qu'on essaie de faire, c'est que le port de Los Angeles veut se positionner comme étant celui qui va être un leader en termes de réduction des émissions de carbone. Donc, nous, on travaille avec toutes les entreprises qui peuvent aider à ça, puis on fait un genre de portfolio. C'est vraiment une niche qui est importante parce que c'est sûr que je vous parle du potentiel de la côte ouest, mais on ne peut pas être bon dans tout. On a quand même des ressources limitées. Donc, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de trouver des niches d'opportunités où on peut se distinguer et où il y a un besoin. Donc, les industries portuaires, électriques, tout le transport intelligent. Évidemment, il y a toute la chaîne et les batteries avec Tesla qui est sur le territoire, donc qui est quand même très importante. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Excusez. L'occasion d'affaires. Bon, parfait. Occasion d'affaires, je vous le disais. En ce moment, on a eu la chance d'avoir un momentum incroyable. Moi, souvent, j'aime à dire qu'on a eu probablement le meilleur one-two punch de l'histoire du gouvernement du Québec. Le 8, 9, 10 décembre, le premier ministre Legault est venu faire une visite. Il est venu faire un pitch Québec aux entreprises, que ça fasse des entreprises d'innovation, de capital de risque au niveau des industries créatives. Et exactement un mois après, on avait le ministre Fitzgibbon qui venait nous voir sur le territoire pour closer certains deals ou de relancer le message. Donc ça nous a donné un élan extraordinaire. Il faut continuer de bâtir là-dessus. Évidemment, le territoire inclut aussi le Nevada. Donc, on a des missions d'entreprise, des conférences qui sont super importantes comme le CES. On a eu Verde Exchange qui est en Californie au niveau des technologies propres. L'intelligence artificielle, évidemment, qui joue un rôle important. Donc, on a plusieurs conférences et on travaille énormément à organiser ça. Par contre, c'est important de bien cibler. On ne veut pas être partout, encore une fois, mais on veut participer dans des conférences ou des séminaires où on peut faire la différence, où on peut mettre nos compagnies en évidence. Vous allez me dire que CES, c'est un peu gros, là, mais effectivement, ne rentre peut-être pas dans cette catégorie-là. Mais toutes les autres conférences qui sont listées sur la présentation, ce sont des conférences où on a un pouvoir d'influence en termes de pouvoir mettre les compagnies sur les panels. Et finalement, j'arrive à ma conclusion. C'est un petit peu là, ce que je vous disais en introduction. On est le 11e partenaire. Le Québec, c'est le 11e partenaire d'exportation. Par contre, on parle de la 5e économie mondiale, donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont en place et qui peuvent se mettre, qui peuvent être partagées. Et écoutez, moi, je ne veux pas prendre plus de temps parce que je me rends compte qu'il est déjà 12h48, puis je pense que autant mes collègues et moi, on voudrait répondre au maximum de questions si c'est possible. Donc, encore une fois, potentiel peut-être sous-estimé. Et n'oubliez jamais que lorsque vous venez dans l'Ouest américain, vous n'avez pas d'océan à franchir. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi qui est à matière à réflexion. Mais on ne s'improvise pas sur la côte ouest. Il faut se préparer. Il faut comprendre notre positionnement. Et certainement, en ce moment, que sur les blocs de départ, il y a des opportunités. Puis ça, Martine insistait là-dessus, que ce soit au niveau sectoriel. Je pense qu'il faut être vigilant. De notre côté aussi, dans les prochains mois, on va porter une attention particulière à toute la région de Seattle et éventuellement tout le corridor, là, Arizona, Colorado, là, parce que Phoenix et Denver sont quand même des villes à potentiel. Donc, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire puis comment on peut le regarder de façon opportuniste. Mais je conclurai là-dessus pour laisser peut-être le maximum de temps pour des questions. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous quatre pour ces présentations. D'ailleurs, je ne vous ai pas mentionné d'entrée de jeu qu'on vous les enverra, donc elles sont disponibles pour tous les participants. On vous enverra un courriel avec le sondage de satisfaction, donc dans quelques minutes après la fin de la présentation. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ça me fera plaisir de vous donner la parole. Entre-temps, on a reçu quelques questions par écrit, soit par courriel ou sur la plateforme. Alors, je vois que Catherine, tu voudrais peut-être répondre à une question sur l'électrification des transports dans le cadre de la crise actuelle. Quel impact ça aura sur les plans américains d'électrification des transports?
Oui, ben c'est ça, j'ai vu la question dans l'outil. C'est merveilleux, hein, la technologie. Donc, ce que j'entends des compagnies comme Novabus, etc., c'est que les appels d'offres en matière d'électrification et ou de transport en commun, là, parce que l'électrification arrive beaucoup dans les marchés, n'a pas diminué. Donc, c'est des mesures de stimulus pour les villes, pour les États. Alors, au contraire, là, on voit presque une accélération là, dans l'achat de ce genre de véhicules-là. Pour l'industrie, ce que j'entends aussi, c'est que ce n'est pas très compliqué pour eux d'ajuster le véhicule pour le rendre plus performant à cause de la COVID. Là. Donc, que ce soit du gel ou que ce soit des partitions, c'est assez mineur comme changement pour eux. Donc, évidemment, c'est un secteur qui demeure stimulé, puis on a lié beaucoup dernièrement la crise de la planète, là, la santé à l'environnement. Donc, ces lobbies-là se sont réactivés et unis assez rapidement, ce qui fait que l'urgence climatique est revenue à l'agenda au premier plan. Et certainement, là, en ce qui a trait à l'exportation d'hydroélectricité, on peut dire que les dossiers sont revenus d'actualité. Donc, les villes sortent un peu de la crise. Ce n'est pas tout à fait sorti, là, surtout pas à New York, mais quand même, et donnent leur attention maintenant aux dossiers qui vont être créateurs d'emplois et qui vont pouvoir continuer à faire rouler l'économie des régions. Voilà. Excellent, merci beaucoup. On avait une question de M. Serge Lemay. Alors, M. Lemay, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Il ne semble pas activé. Sinon, entre-temps, j'aurais peut-être une question pour Martine. Donc, on a fait mention tantôt du transport maritime. Hein. On oublie, en tout cas, moi, j'oublie parfois que Chicago est vraiment relié par les Grands Lacs. Donc, quelle est la situation un peu? Est-ce qu'il y a des opportunités qui sont particulières au Québec dont on pourrait tirer profit dû à la situation géographique là, donc, de la capitale de l'Illinois? Absolument. Je te dirais, Charles, que j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va. C'est beau. Donc, je dirais que l'industrie maritime, et pour en avoir parlé encore la semaine dernière avec les acteurs de l'industrie, le transport maritime n'a pas été vraiment perturbé par la crise. Au contraire, ça a été ils ont quand même maintenu le transport, évidemment. Ce qui représente toujours une menace pour notre industrie maritime, c'est évidemment si avec l'acier notamment, il y a des élans protectionnistes qui reviennent, ça risque de perturber l'industrie, mais je vous dirais que le transport maritime a quand même connu là, une très bonne période ouais. Et les activités n'ont pas été très affectées là, par la crise. D'accord, parfait, excellent. J'aurais une autre, merci Martine, j'aurais une autre question de M. Yves Lafortune. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? M. Lafortune, est-ce que votre micro fonctionne? Non, c'est pas ma journée de micro. Non, c'est ça, voilà. Je regarde, donc j'essaie de vous demander d'activer le micro. Écoutez, voilà, M. Lafortune. Oui, bien, écoutez, bonjour tout le monde, vous me voyez bien? C'est bon? Allez-y. Ouais, donc, écoutez, je salue les chefs de poste et Éric Marquis là, qui ont fait les présentations. Donc, moi, je suis directeur des marchés d'Amérique du Nord chez Investissement Québec International. Ça a été mentionné, donc, anciennement Export Québec. Juste revenir par rapport à ce que les collègues dans les postes mentionnaient, c'est que, évidemment, pour les entreprises qui sont en ligne ou les organisations qui peuvent être des personnes ressources pour ces entreprises-là, ce qui est important, c'est on a convenu ensemble un parcours client où les entreprises du Québec sont appuyées à partir, ils ont un accompagnement conseil qui est fourni par Investissement Québec International à partir du Québec et des fois d'autres organismes, on mentionnait tantôt les ORPEX, pour après ça aboutir sur les territoires. On fait le lien, après ça, on fait des validations de marché auprès des entreprises et après ça, on les présente auprès des délégations pour que le travail se complète là-bas avec des rencontres bilatérales et les meilleures opportunités d'affaires pour les entreprises du Québec. Donc, là-dessus,
j'inviterais les entreprises du Québec ceux qui sont déjà à faire, ils connaissent les postes. Vous continuez de faire affaire avec ces postes-là et les attachés économiques. Pour les entreprises et puis les nouvelles organisations qui voudraient faire affaire, je vous inviterais à passer via Investissement Québec International. On a une adresse courriel générale qui s'appelle exportation@invest-québec.com. Donc, exportation@invest-québec.com pour, après ça, vous faire suivre vers les meilleures personnes dans la direction des marchés d'Amérique du Nord. Donc, ça, c'est un pour vous aider donc, à valider le marché et puis après ça, vous diriger vers le bon poste parce que le marché américain ou les marchés américains, c'est très vaste. De un, c'est des réalités tout à fait différentes quand on est dans le nord-est versus quand on est dans l'ouest, comme mentionnait M. Huneau. Deuxième chose, on a une programmation d'activité qu'on travaille avec les postes pour l'année 2020-2021 dans le contexte, évidemment, de la pandémie COVID-19 et de la post-pandémie. On va regarder à réviser un petit peu les activités qu'on veut. On veut donc faire paraître et inviter les entreprises du Québec à participer, que ce soit des salons, foires stratégiques. Mais on sera peut-être en mode virtuel. Il y a des organisateurs qui sont en des modes virtuels pour permettre aux entreprises du Québec, notamment, de rencontrer des acheteurs en mode virtuel et non pas physique. Et donc, on aurait de revoir ça. Et d'ici la mi-août, on aura une programmation d'ici la fin de l'année financière complètement révisée et qui sera accessible sur le site d'Investissement Québec International Exportation. Et donc, ça permettra aux entreprises de savoir quelles sont les activités de groupe, que ce soit au Québec, à l'extérieur du Québec, en mode physique ou en mode virtuel. Une tendance qu'on observe actuellement, c'est le mode hybride. Les gens veulent moins faire des gros salons, des grandes foires. Ils vont le faire partiellement en mode virtuel et partiellement en mode physique. Les gens pourront se rencontrer sur place avec des distanciations sociales ou autres règles sanitaires qui vont s'appliquer. Donc, juste vous dire qu'il y a un parcours client pour vous faciliter la vie comme entreprise pour réussir son projet d'affaires sur les États-Unis. Et ensuite de ça, il y aura une programmation qui existait, mais qu'on doit revisiter et réviser en lien avec en collaboration avec les postes, justement les 3 chefs de poste notamment qui étaient en ligne un peu plus tôt. Et on aura des nouvelles de ça vers la mi-août pour une programmation revue et corrigée pour le reste de l'année financière. Merci, M. Milliard. Excellent. Merci beaucoup pour votre intervention parce qu'on a plusieurs questions qui portent justement sur comment on développe cette relation-là avec les délégations générales. Donc, de voir le rôle aussi qu'IQ peut jouer là-dedans, je pense que c'est fortement apprécié. Le temps passe vite. Je vais céder la parole aussi à Claude pour quelques mots, mais avant, je vous demanderais, je peux poser la question peut-être à Philippe, sur, évidemment, 2 questions. Premièrement, il y a des gens qui se rendent quand même aux États-Unis par voie aérienne en ce moment. Et évidemment, ils doivent faire une quarantaine au retour. Donc, est-ce qu'on a des informations à savoir si cette situation-là va se résorber bientôt? Parce que pour plusieurs entreprises, ça devient difficile, alors que ce n'est pas nécessairement la même chose pour les Américains qui viennent au Canada. Donc, ça, c'est une question qu'on a reçue à plusieurs reprises. Et peut-être aussi quelques commentaires de clôture de vous trois ou de ceux qui le veulent bien sur, évidemment, le mois de novembre et les élections américaines. Alors, quels sont les enjeux pour le Québec à ce niveau-là? La question étant tellement importante, je me permets qu'on déborde peut-être de 2 ou 3 minutes, là, si vous voulez bien. Alors, Philippe? Peut-être juste pour répondre, il n'y a pas de quarantaine. C'est-à-dire, lorsqu'on revient au Québec, oui, il y en a une. Lorsqu'on va aux États-Unis, il n'y en a pas. En ce moment, la responsable de Los Angeles County n'a pas imposé. Elle demande d'avoir des éléments de santé minimum, mais il n'y en a pas. Le seul État qui continue d'imposer une quarantaine dans les 13 territoires que nous, les 13 États que nous, on est responsables, c'est le Nouveau-Mexique. Donc, déjà là, ça évite un certain élément en termes de lorsque les voyages vont recommencer, mais je devine que les mesures sanitaires vont probablement s'atténuer lorsque les frontières vont ouvrir. Tout à fait. Excellent. Quelques commentaires peut-être sur les élections, évidemment. La Californie va souvent toujours du même bord, mais quand même. Mais ça, au niveau des élections, je vais laisser Catherine qui nous informe toujours bien sur des tendances. Mais comme je te dis, en ce moment, en Californie, ça ne va. Nous, ce qu'on espère, comme moi, personnellement, j'espère que Mme Kamala Harris sera la candidate au niveau démocrate. Mais on ne peut pas évidemment prédire de quel côté ça va aller. Puis nous, on travaille toujours avec les gouvernements en place. Mais au niveau du gouverneur Newsom et le premier ministre Legault, il y a eu une excellente rencontre qui a eu lieu au mois de décembre. Il y a plusieurs éléments, lorsqu'on parle de bilatéral économique, il y a plusieurs éléments qui ont été mis sur le tapis et qu'on va devoir relancer, on va heureusement relancer prochainement. Donc, de ce côté-là, il y a une belle collaboration.
Merci. Catherine? Ben, sur l'élection, puis Éric Marquis peut ajouter également, là, il est très féru de ce sujet. Mais deux choses. D'abord, pour le financement et les activités de campagne, c'est plus compliqué à cause du COVID et même post-COVID. Ça change un peu la donne. L'argent dans les coffres, on voit des disparités. Les candidats peuvent être un peu moins vus. On voit M. Biden qui est souvent à la maison. Bon, cela dit, des fois, ça a des avantages aussi, plus on se promène, plus on est à risque. On a vu aussi le dernier rallye de M. Trump à Tulsa, là, où il y a eu des problèmes ou de perception sur le nombre de participants. Cela dit, les conventions devraient avoir lieu au mois d'août, conventions démocrates, même si M. Biden est déjà confirmé, et républicaines, qui sont des moments très importants pour souder le soutien politique. Virtuel ou pas, là, je vais vous avouer, ça change beaucoup. C'est pas clair. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec certitude, là, mais il devrait avoir une forme de rassemblement et on s'en va vers l'élection en novembre. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Comme je le disais tout à l'heure, après la fête du travail en septembre, tout le monde va être en campagne électorale. On va avoir beaucoup moins de place pour nos affaires à Washington. L'attention des élus va être vraiment sur la campagne. Et puis, on ne peut pas passer sous silence aussi l'importance du Congrès pour nous, pour asseoir nos représentations, notre diplomatie. Puis peut-être qu'Éric veut rajouter quelque chose sur l'élection. Merci. Je vais être très bref. En fait, il y a plusieurs éléments qui ont déjà été soulevés. On le sait, la campagne présidentielle va susciter beaucoup d'intérêt. C'est tout à fait normal et clairement, celle de cette année s'annonce encore plus imprévisible qu'on ne l'aurait cru, même dans son déroulement. Mme Loubier l'a bien mentionné, l'importance du Congrès et des gouverneurs également. Il y a moins de gouverneurs cette année qui sont en réélection, mais c'est quand même important parce que les grands partenaires, souvent tout ce qui est législation, réglementation, qui sont peut-être un peu sous le radar, mais qui ont un gros impact sur l'activité commerciale et notamment les marchés publics. Mais donc ça se passe beaucoup au niveau des États, ça se passe beaucoup au niveau du Congrès. Donc ça va être à surveiller de près. Clairement, comme il a été mentionné, notre travail de diplomatie d'influence au cours des prochains mois va être un peu plus discret, mais c'est une bonne occasion aussi de bien positionner nos messages, de bien les travailler, parce que les enjeux, on sait qu'il y a plusieurs dossiers qui sont vitaux dans la relation Québec-États-Unis, ne serait-ce que le commerce et l'énergie, pour ne mentionner que ceux-là, et le diptyque énergie-environnement, évidemment, qui vont être au cœur de la prochaine campagne. Évidemment, toute la question aussi du rôle, de la place que les États-Unis occupent dans le monde dans un contexte post-pandémie, étant donné que nous sommes dans la cour arrière, ça va avoir indubitablement aussi un impact pour nous. Donc, ça va être c'est un scrutin qu'on va surveiller de près et pour lequel on va être mobilisé également pour représenter et défendre les intérêts du Québec et des entreprises pour la suite des choses. Okay. Merci, M. Marquis. Vous nous donnez presque le goût à l'automne, mais pas tout à fait encore. Alors, là, vous n'avez pas eu de prédiction, mais vous n'en aurez pas non plus. non, je n'ai pas osé en demander, mais effectivement que le choix de la colistière sera un événement marquant, je pense, de l'été. Puis, pour la petite histoire, je pense que Mme Harris a déjà habité à Montréal. Alors, j'imagine qu'il y aura peut-être une certaine connaissance déjà. Alors, je céderai la parole à Claude Gagnon, donc de BMO. Je remercie encore de la collaboration pour cette série. Claude. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous quatre, Catherine Loubier, Martine Hébert, Philippe Pinault et M. Marquis-Éric. Toujours très agréable de vous écouter. Vous avez une connaissance approfondie de notre principal partenaire économique, je dirais canadien et québécois. Et en ces moments difficiles, je considère que votre travail est vraiment là, très, très nécessaire. Oui, beaucoup d'entreprises aussi de la frontière qui connaissent de sérieuses difficultés, mais en même temps, je pense qu'il y a de très, très belles opportunités pour nos entreprises québécoises. Et pour le Québec, ici même, des entreprises américaines qui ont des opportunités de venir développer leurs affaires, donc de maintenir nos échanges. Donc, très intéressant. J'espère que tous les gens qui étaient à l'écoute ont très bien écouté vos commentaires, vos conseils. On va attendre, comme vous le faites si bien, là, du côté politique au sein de la frontière, voir ce qui se passera.
Mais entre-temps, je veux simplement dire à nos auditeurs que BMO, en fait, BMO, qui est la première banque canadienne, compte 203 ans aujourd'hui. BMO a des opérations très importantes au sud de la frontière, que ce soit autant sur la côte est que dans le Midwest américain que sur la côte ouest. Et on est là pour accompagner nos clients autant américains que nos clients canadiens. Et donc, gênez-vous surtout pas pour faire appel à nous. Et on suit également les conseils de nos représentants qui sont là-bas au plan économique et diplomatique. Et un grand merci, puis bonne continuité et un bon été à vous quatre. Excellent. Merci. Merci, Claude. Merci encore une fois à nos 4 conférenciers. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Charles, merci à tous. Merci, Charles.